Euh, les axes donc, de mon intervention portent sur la réforme donc, du système éducatif, le droit au travail et la législation. L'éducation, je peux dire, est peut-être un secteur particulier, dans la mesure où l'éducation peut être définie comme étant le processus d'accommodation et d'imprégnation par lequel les générations les plus expérimentées assurent la socialisation et la socialisation des générations qui sont en voie de maturation, ou bien les jeunes générations de façon générale. L'école doit être porteuse d'un projet de société, dans la mesure où l'éducation participe de la socialisation donc, de l'individu. Et aujourd'hui, réfléchir peut-être sur la réforme du système éducatif du Sénégal, c'est certainement essayer de parcourir le chemin qui a été fait depuis les indépendances jusqu'à nos jours, mais également c'est se poser des questions par rapport à la volonté politique de l'État par rapport au système de l'éducation, mais également c'est interroger le degré d'implication de tous les segments qui forment la communauté éducative, que ce soit donc les enseignants, que ce soit les parents d'élèves, mais aussi les élèves et les partenaires de façon générale. Mais également, c'est essayer d'interroger l'efficacité interne et externe de notre système éducatif. De voir également, comme l'a dit M. Diouf, le produit qu'on a eu à former par rapport aux attentes donc, de la société. C'est vrai quand on parcourt les textes, et surtout la littérature par rapport à l'évolution du système éducatif sénégalais, comme ça a été dit par certains, il n'y a pas eu de rupture fondamentale entre le système éducatif que nous avons hérité de la colonisation et le système qui a été mis en place après les indépendances. Parce qu'au lendemain donc, des indépendances, c'est la perpétuation du système colonial qui a eu à perdurer, dans la mesure où il faut attendre 1971 pour assister à la mise en place de la première loi d'orientation de l'éducation. L'école, au lendemain des indépendances, aussi paradoxal que cela puisse paraître, n'était pas une priorité pour le gouvernement de l'époque, même si il était dirigé par un éminent intellectuel. L'école en 1960 n'était pas une priorité. Dans la mesure où, après les indépendances, les impératifs de développement faisaient que les actions de l'État étaient orientées vers le développement rural et le développement industriel. Et c'est d'ailleurs ce qui explique Abdou-Sila dans sa contribution à l'ouvrage de Momar Koumba Diop, Trajectoire de l'État, la réforme de l'éducation, que dans le 8e plan de développement économique et social, l'essentiel des investissements était orienté vers le secteur dit productif, à savoir donc le secteur industriel et le monde rural. Il n'y avait pas donc de projet de société. Les programmes, c'était donc les programmes de l'enseignement de l'époque coloniale. Au niveau donc des finalités, les finalités donc n'étaient pas définies. Et d'ailleurs, cela a amené une prise de conscience d'une certaine partie de l'intelligentsia qui a axé une partie de la lutte de 1968 vers la réforme de l'école pour que cette école puisse épouser les réalités nationales. La crise de 1968, l'une des revendications centrales, c'était la prise en charge également d'une école, de la création d'une école qui puisse prendre en charge les réalités nationales. Et en 1971, donc avec les pressions, il y a eu donc la loi d'orientation de 1971. Cette loi d'orientation, mais qui fixait pour la première fois donc une finalité, qui voulait en fait une école qui puisse prendre en charge le développement donc de la nation. Mais il faut dire que toujours par rapport aux attentes de la société, cette école qui a été donc balisée par la loi d'orientation de 1971 ne répondait pas réellement aux attentes de la société, ne répondait pas également aux attentes des acteurs du système que sont les enseignants. Et d'ailleurs, comme l'a expliqué M. Diouf, en 1980,
il y a eu une revendication, une grève mémorable menée par le Sud-Est, à une époque également où il n'y avait